Merci au Conseil régional de Basse-Normandie, merci à Vincent Loubet. C'est pas pour nuancer ses propos sur la Basse-Normandie, mais ça, je me le suis fait dans une piscine de Basse-Normandie. Faites attention quand même. Alors, non, mais ce qui veut dire que je viens souvent en Basse-Normandie, c'est une région que j'apprécie, même si elle est dangereuse, mais surtout ses piscines. Bon, vous dire aussi que c'est la même raison qui m'amène, bien que j'ai 3 cravates dans ma valise, à n'en avoir pu en mettre aucune aujourd'hui. Bon. Pour revenir aux choses sérieuses, Vincent Loubet a terminé son allocution en disant en quoi l'avenir sera fait en termes de formation. Et je dois dire qu'il y a maintenant bientôt 20 ans que nous avons créé le FOD, et que lorsqu'on a créé le FOD, il y a bientôt 20 ans, 18 je crois, on avait demandé à nos nouveaux membres, à tous les membres fondateurs, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'abord? Et ils nous avaient répondu que ce qu'ils voulaient qu'on fasse d'abord, c'était faire lever tous les freins juridiques qui empêchaient un plein développement des formations ouvertes et à distance. Alors, quand je vois ça, quand je vois tout ce qu'on a fait, il y a un moment où on a envie de dire « ça suffit ». Ça fait bientôt 20 ans qu'on se bat là-dessus. On a obtenu en 2001 une circulaire qui devait faciliter les choses. La pratique d'aujourd'hui est plutôt en recul par rapport à cette circulaire. Ça suffit comme ça. Et mon introduction, je vais l'adresser un peu au-dessus des spectateurs de cette salle, aux négociateurs, au gouvernement, aux législateurs. Le FOD, en effet, a actuellement, depuis quelques mois, mis en place un travail important pour essayer qu'on se saisisse de cette occasion de la réforme de la formation pour enfin obtenir une libéralisation du système permettant un plein développement des formations ouvertes et à distance. Donc je m'adresse déjà d'abord aux négociateurs. Nous avons été en rencontrer plusieurs, aux législateurs, on a rencontré des députés, on a rencontré aussi des gens du ministère concerné. Personne n'est contre ce qu'on dit. De là à dire que ça va avancer, ce qui est sûr, c'est qu'il est plus que temps d'arrêter de freiner le développement des formations ouvertes et à distance dans ce pays. J'allais dire c'est maintenant ou jamais, mais il ne faut jamais dire jamais. Et même si ça ne devait pas être maintenant, ce sera un jour ou l'autre. Alors autant que ce soit maintenant. En 1971, la formation professionnelle continue, avec la loi de 71, avait mis la France en avant par rapport aux autres pays du monde en ce qui concerne le modèle de son système de formation professionnelle continue. Ceux qui étaient déjà là à l'époque, comme moi, se souviennent qu'on recevait des délégations étrangères qui étaient assez admiratives devant l'ensemble du dispositif mis en place. Effectivement, ce dispositif a permis, dans des délais très rapides, qu'un salarié sur 4 aille en formation chaque année. En 2013, la France est en retard par rapport aux autres pays comparables dans le domaine de la formation continue. En 1971, l'idée astucieuse des dirigeants de l'époque, que ce soit Jacques Delors qui était sur ce sujet ou Jacques Chaban-Delmas qui était Premier ministre, était de dire « les entreprises françaises n'aiment pas payer des impôts ». Vous avez remarqué d'ailleurs que c'est toujours d'actualité. Les entreprises françaises n'aiment pas payer des impôts, donc on va leur mettre un impôt auquel ils auront le droit de déroger s'ils font de la formation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la formation est une sorte de niche fiscale, puisque c'est un moyen de ne pas payer un impôt. Tous ceux qui, parmi vous, ont déjà eu des contrôles se rendent compte à quel point c'est bien considéré de cette manière par les services de contrôle. Quelque part, on nous soupçonne de détourner de l'argent public, ce qui crée d'ailleurs un malentendu dans la mesure où les entreprises considèrent que c'est leur argent.
et que l'État considère que c'est le sien, puisque c'est un impôt qu'on ne paye pas. Alors, en 1971, le premier souci des partenaires sociaux ou du législateur, c'était que ce temps, c'était le temps de formation, et que ce temps soit bien utilisé à la formation et surtout à rien d'autre. Donc il fallait bien distinguer, si vous relisez la loi de 71, c'est très clair, la formation du travail. La grande crainte, c'était que le méchant employeur utilise le temps de formation pour en fait faire travailler la personne. La formation et l'information. La formation et le coaching, ça a même été précisé plus tard. La formation et le conseil. Or, toutes ces différenciations étanches sont aujourd'hui rendues caduques, notamment par les nouvelles technologies. On y a déjà consacré un certain nombre de rencontres du FOD. Tout ça est caduque aujourd'hui. Au contraire même, ce sont les liens entre ces différents éléments qui font la qualité de la formation. C'est bien entendu le lien entre le travail et la formation qui fait par exemple la qualité de la formation, beaucoup plus que le fait d'avoir une formation totalement séparée du travail. On pourrait dire la même chose pour l'information. Qui se soucie de savoir, lorsqu'on apprend quelque chose, si c'est de l'information ou de la formation? Il y a quelqu'un qui s'en soucie. C'est la personne qui est chargée de dire si c'est imputable ou pas. Mais à part ça, ça n'a aucun intérêt. Coaching, conseil, pareil. Le risque pour l'État, du fait de cette loi de 71, du fait de cette niche fiscale qui a été définie à ce moment-là, c'est de l'argent public détourné. Vous avez sans doute vu ou entendu parler, en tout cas, de l'émission de télé Cash Investigation, là, je vous appelle, qui est extraordinaire. Moi, j'ai envoyé un tweet à ce moment-là. Les plus anciens reconnaîtront l'allusion. Ne dites pas à ma mère que je suis dans la formation, elle croit que je suis pianiste dans un bordel. Pour les plus jeunes, c'est Ségala qui avait écrit ça au niveau de la publicité il y a une vingtaine d'années aussi. Mais c'est vrai que quand on entend tout ça, on est un peu ahuri, quand on est dans le monde de la formation, de voir cette image-là de la formation qui est véhiculée. La formation, finalement, pour beaucoup de gens, aujourd'hui, se définit par l'imputabilité fiscale, ce qui est une hérésie, bien entendu. Alors, pour les dépenses, problème des investissements d'ailleurs, qui reste posé en matière de technologie éducative, et surtout pour la rémunération, et c'est là tout le problème. Et si au lieu de se soucier tellement, et complètement stérilement, c'est toujours l'histoire du cancre qui est près du radiateur, il apprend moins que le bon élève qui a les yeux et les oreilles ouvertes. Et bureaucratiquement, le nombre de responsables d'OPCA qui ont des cauchemars d'avalanche de feuilles de présence, c'est totalement bureaucratique ce système. On mesure la quantité de temps. On se soucie de la quantité de temps. Et c'est très différent de la quantité-qualité d'apprentissage. Si on se souciait de la quantité-qualité d'apprentissage au lieu de se soucier de la quantité de temps, eh bien on verrait les choses bien différemment. Pendant des siècles, le mode d'apprentissage a été unimodal. Il y avait l'enseignant et il y avait en face de lui les élèves ou les stagiaires, les élèves en l'occurrence, qui ne savaient pas, et lui savait, il transmettait son savoir. Il y avait une seule modalité. Aujourd'hui, nous préférons d'ailleurs au FOD le terme de multimodal au terme de formation ouverte et à distance. C'est l'ensemble des modalités possibles d'accès à la formation que l'on souhaite pouvoir prendre en compte. Et quand je dis l'ensemble, c'est non seulement les modalités d'aujourd'hui, mais les modalités de demain. L'ordinateur ne sera pas éternel. Il ne s'agit pas de remplacer le face-à-face pédagogique par un face-à-face avec l'ordinateur. L'ordinateur, oui, aujourd'hui. Demain, il n'y en aura peut-être plus.
sans doute plus d'ailleurs. Tous les experts me disent que demain, il y aura plein d'autres capteurs, il y aura plein d'autres terminaux, il y aura plein d'autres systèmes. Et multimodal permet d'être ouvert vraiment à l'avenir, comme vous disiez tout à l'heure. Alors, en 1971 toujours, la formation professionnelle continue française était innovante. Et c'est ça que les délégations étrangères venaient voir. Aujourd'hui, telle qu'elle est, si elle n'est pas modifiée, elle est un frein à l'innovation en matière de formation. À l'heure des MOOC, des serious games, des classes virtuelles, j'en passe et des meilleures, la loi doit changer. Pour les innovations actuelles, déjà, et pour celles à venir, encore plus. Je dirais, si je peux me permettre, que la feuille de présence est devenue la feuille de vigne qui cache l'absence d'innovation pédagogique. Alors, innovation pédagogique et formation ouverte et à distance, est-ce que c'est pareil? Largement, largement. Toutes les innovations pédagogiques actuelles s'appuient sur les nouvelles technologies, même si, on en parlait tout à l'heure avec Denis, leur origine est non technologique. Lorsqu'on entend aujourd'hui parler avec ravissement de la pédagogie inversée que permet l'enseignement à distance, c'est pas du tout l'enseignement à distance qui a permis la pédagogie inversée. Il se trouve qu'on en reparle et qu'on la redécouvre grâce à l'appui numérique aux formations. Mais ça existe depuis longtemps. De même, l'enseignement mutuel est quelque chose qui, évidemment, est boosté, développé par les réseaux, mais ce n'est pas lié au réseau. Mais toutes les innovations actuellement sont liées à ce développement du numérique qui nous entoure par ailleurs. C'était le thème de nos rencontres de Marseille, d'ailleurs. Alors, depuis le rapport Gallois, et puis tous les ministres en parlent, la compétitivité de la France a l'air de faire consensus. En tout cas au niveau du discours. Et est-ce que cette compétitivité de la France ne passerait pas aussi par la compétitivité de notre système de formation? Cette compétitivité exige qu'on ouvre grand à la formation professionnelle continue les portes de l'innovation qui aujourd'hui passent majoritairement par l'usage du numérique. Je dis majoritairement. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des risques avec le numérique? Est-ce qu'on ne va pas vers un monde orwellien? Vous avez vu que la NSA nous écoute. D'ailleurs, elle doit être très intéressée par ce qu'on dit en ce moment. Bonjour, la NSA. Risque du numérique, oui, bien sûr. Les neurosciences qui vont être étudiées pendant ces 2 jours nous en diront peut-être un peu plus. Mais pour que cet univers du numérique, pour que chacun d'entre nous, chaque citoyen, puisse le dominer et non pas être dominé par lui, il convient que la formation elle-même se fasse par et avec le numérique. Sinon, on n'empêchera pas le numérique de s'installer partout, il y est déjà. Mais on ne saura pas le dominer. Et ce qu'il faut, c'est que le citoyen d'aujourd'hui et encore plus de demain soit en mesure de dominer cet outil, dont les dangers sont connus. Alors, il y a les bonnes nouvelles quand même. La bonne nouvelle en 2013, c'est que enfin, l'éducation nationale a l'air de vouloir s'y mettre. Et l'enseignement supérieur aussi. On peut discuter du comment. Je suis sûr qu'ici, on pourra beaucoup discuter du comment. Mais il y a une volonté affichée. Déjà ça. Et alors, dans cet univers, seuls les adultes, seule la formation professionnelle continue n'y aurait pas droit. Dans le dispositif de la formation tout au long de la vie, eh bien justement, la deuxième partie, qui sont les adultes, la formation professionnelle continue, elle ne pourrait pas accéder à l'usage de toutes ces technologies numériques pour développer l'efficacité de la formation. Avouez qu'il y aurait quelques paradoxes
d'autant plus qu'une étude récente de l'OCDE montrait, qui mesure les décalages de niveau culturel entre 24 pays, montre qu'en France, si on est mal situé par rapport aux concurrents, c'est beaucoup plus au niveau des adultes qu'au niveau des jeunes. D'où l'importance aussi de la formation professionnelle continue. Pire, si on ne fait rien, si la loi ne change pas, les grandes entreprises qui sont déjà au-delà des seuils minimums pourront continuer à développer. Sans doute pas assez, mais elles continueront à développer. C'est au contraire les petites entreprises, les PME, qui, elles, n'y accéderont toujours pas. Je signale d'ailleurs qu'en France, il n'y a que 185 entreprises de plus de 5000 personnes. Donc on est quand même sur des petits chiffres. En fait, ça renforcera encore les inégalités au nom de l'égalité. Alors, qu'est-ce que préconise le FOD? Pour faire simple, notre principale demande, c'est l'estimation forfaitaire du temps de formation. Lorsqu'on conçoit une action de formation, celui qui la conçoit, celui qui la présente, dit en moyenne combien de temps ça doit prendre. Le stagiaire qui va plus vite, parce qu'il est plus brillant, plus intelligent, tant mieux pour lui. Celui qui va moins vite, tant pis pour lui. Mais on ne rentre surtout pas dans une tentative de mesurer heure par heure ou minute par minute le temps passé à se former. C'est de toute façon impossible. Hein, je ne sais pas moi, en classe, je pouvais signer la feuille de présence en rêvant à autre chose. Ça m'arrivait souvent. Alors, surtout, et c'est pour ça que j'insiste, ne pas remplacer la feuille de présence par d'autres systèmes de mesure, ce qui est aujourd'hui une tendance. Ah oui, ce n'est pas la feuille de présence, mais alors on va faire avec l'ordinateur, on va mesurer les temps de connexion. Puis maintenant, avec l'empreinte digitale, l'iris de l'œil, on va vous identifier. C'est ridicule. On ne se forme pas même dans une formation numériquement assistée, il n'y a pas de coïncidence entre le temps d'apprentissage et le temps où on est devant la machine. D'ailleurs, bientôt, il n'y aura plus de machine. Donc, ça paraît très important de passer à cette possibilité de forfait qui, d'ailleurs, est déjà contenue dans cette petite et modeste circulaire de 2001 qui commence à être bien oubliée par les services de contrôle. Parce qu'elle n'a pas, évidemment, le poids administratif qu'aurait une législation. Alors, messieurs les négociateurs, messieurs les gouvernements, les législateurs, l'enjeu le mérite. Osez ouvrir grand à notre système de formation professionnelle continue les portes de l'innovation et de l'avenir.